Lacan, nous et le réel, 87e séance. Vous écoutez? Oui, mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose qui ressemble à du réel? Dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. On entend? On n'entend pas. Et comme ça, entend-on. Ça va? Pour essayer de continuer un peu le séminaire précédent, je vais commencer par la lecture d'un tout petit extrait de l'éthique de la psychanalyse, de Lacan bien sûr, qui dit, ouvrez les guillemets, c'est que donc, avant la lettre, avant ce cheminement éthique qui, d'Aristote à Kant, nous mène à dégager dans une sorte d'identité dernière la loi et la raison, avant la lettre, le spectacle tragique ne nous montre-t-il pas l'objection fondamentale première, le bien ne saurait vouloir régner sur tout, sans qu'apparaisse là un excès dont la tragédie nous avertit que les conséquences en seront fatales. Eh bien, avec un petit bout de texte comme ça, nous en avons pour un petit moment. Alors, ce qui saute d'abord aux oreilles, c'est bien sûr cette notion de bien. Le bien. C'est pour le bien. J'ai une amie là qui a habité longtemps à Singapour et qui m'a dit que le mot qu'ils avaient tous à la bouche pendant le covidiotisme, c'était « for your own safety » or « your own security ». C'est pour votre bien. On fait des choses pour votre bien. Donc bien sûr, dès qu'on fait, on se prend pour le bien et qu'on veut faire le bien aux autres, comme nous l'avons déjà vu, donc le par-l'être n'aspire qu'au bien. Le par-l'être n'aspire qu'au bien, d'où il s'enfonce toujours dans le pire. Ça n'empêche pas qu'il ne peut pas s'y refuser. Même pas moi, là je suis un grain comme vous tous, broyé dans cette salade. Donc il s'enfonce toujours dans le pire. Ça, c'est Lacan qui dit ça. À partir donc de cet extrait qui vient d'Antigone, donc 441 avant Jésus-Christ, nous avons la possibilité aujourd'hui de réinscrire justement l'impasse dans laquelle sont plongées nos sociétés actuelles qui ne vivent que du bien. On ne va pas redire, mais on le redit quand même parce que ce sont des choses qui doivent être répétées. Ce qui se réclame du bien est toujours en vérité quelque chose qui a à voir avec le combien. Je vous renvoie aussi aux déclarations d'Henri Guillemin là-dessus, l'historien, sur les gens de bien. C'est les gens qui ont du bien, bien sûr, et qui ont du bien à protéger. Cette loi électorale, la voici. Ne pourront voter pour faire les lois qui doivent exprimer, selon la Déclaration des droits de l'homme, la volonté générale. Ne pourront voter pour faire les lois que, naturellement, les gens de bien. Les gens de bien sont ceux qui ont du bien. Alors là, on va revenir par rapport à cette protection-là sur quelque chose que je n'ai pas développé la dernière fois et qu'il est peut-être temps maintenant de rappeler, c'est que les sociétés qu'on appelle préhistoriques, je vous rappelle que la préhistoire, c'est avant que les choses soient écrites, avaient tout de même une sagesse qui nous échappe largement aujourd'hui, notamment celle épinglé du mot de potlatch. Et ils n'étaient pas sans savoir, ces gens-là, que bien que leur abondance de biens matériels n'ait rien à voir avec celle d'aujourd'hui, j'ai en image là un rayon de supermarché américain, avec toutes ces boîtes multicolores, des centaines de marques de cornflakes. La légende est drôle aussi, parce qu'on dit, si vous ne vous empoisonnez pas avec ce que nous vendons, nous avons d'autres moyens de vous empoisonner. Donc effectivement, il y a cette abondance de biens, là, une production de biens matériels impressionnante au dernier degré, et
bien sûr, nous l'avons vu, tous ces biens matériels sont une extension, une excroissance de cette remarque faite par Freud du passage de la pilosité à la fois réduite et très localisée de l'homme et de la femme pour passer au bien vêtement, au bien du texte, au bien du textile qui donne le texte, parce que c'est à partir bien sûr de ce textile que va naître la possibilité du texte. Donc, il n'y a pas encore de texte dans les souvenirs préhistoriques, mais nous pouvons quand même, avec un certain recul et le travail d'anthropologues tels que Marcel Mauss notamment, et celui qui a écrit sur les îles Trobriand, là, sur l'échange symbolique, je ne m'en souviens plus maintenant son nom, bon, mais c'est pas grave, il y a quand même cette notion de potelage. C'est-à-dire à partir d'un moment, quand l'homme se trouve nanti d'un nombre de biens trop important, de biens matériels, eh bien, il faut qu'il procède à un sacrifice, sinon il perd sa substance, c'est-à-dire, au sens étymologique, ce qui le soutient. Et si le soutient, c'est ce rapport au texte, à la tessiture, et donc à sa parole, parce qu'il se perd dans l'imaginaire et il se perd dans la possession et la production du bien matériel. Donc, il y avait des concours où les plus riches sacrifiaient, littéralement, c'est-à-dire faisaient du sacré avec la destruction des biens. Cette destruction des biens, ça comprenait aussi bien les biens matériels que le luxe, la richesse, etc. Tout était flambé dans une dépense énorme. Je vous rappelle que Lacan tire son travail sur la jouissance de la réflexion bataillenne sur la dépense. Hein. C'est-à-dire qu'une dépense énorme de foutre le feu, c'est-à-dire de détruire tous les biens. Alors là, ça nous ramène à des notions très intéressantes parce que cette destruction des biens, si elle n'est plus directement opérée par l'homme qui le fait de lui-même, comme ça se faisait dans ces communautés anciennes, là, avec cette notion de potlatch, donc de destruction des biens, eh bien c'est quelque chose d'autre qui le fait. Hein. On a tous dans la tête là, les images de l'actualité récente et de voir la ville de Los Angeles avec ses plus beaux quartiers, là, en bord de mer. Je suis allé déjà du côté de Pacific Palisades, où tout a flambé de manière vraiment spectaculaire. J'ai comparé ça au Mordor de Sauron la dernière fois. Là, on peut dire qu'on peut y voir aussi une forme de potlatch qui arrive, parce que cette destruction-là, qui est inscrite dans... Alors, est-ce que c'est dans la nature même des choses ou est-ce que c'est dans la psyché humaine? C'est là que la question se pose. Et c'est là où aussi je voudrais revenir sur ce court passage, trop court, que j'ai fait la dernière fois sur Sade. Ce que met en scène Sade, c'est notamment cette capacité de destruction énorme qu'il a dans son fantasme, et le fait d'infliger des tortures à l'infini et de faire en sorte que ce cauchemar-là, lui soit une source de plaisir. Parce que dans son propre système de plaisir, principe de réalité, c'est effectivement quelque chose qui le fait jouir. Et cette réflexion-là va très loin parce que il amène à cette notion de deuxième mort. C'est-à-dire qu'il y a une première mort qui intervient, c'est, je dirais, la mort entre guillemets naturelle, celle qui s'inscrit dans le cycle de génération et de corruption. Vous avez des arbres, des animaux, des fleurs, des êtres humains qui naissent, qui grandissent et qui meurent, et ça fait des cycles comme ça naturels. Or, la réflexion de Sade sur la deuxième mort, c'est-à-dire qu'il faudrait amener l'homme jusqu'au fait de aider la nature à ce qu'elle se libère elle-même de la surproduction et de la production de monstres qu'elle a créés
pour retrouver une capacité de produire quelque chose qui va dans son sens. Or, la nature est elle-même encombrée par cet excès. Hein, quand vous voyez par exemple sur internet une vidéo d'herboristerie ou de... Là j'en ai vu une sur quelqu'un qui taille les pommiers. Donc on voit que l'activité de l'homme dans le fait ne serait-ce que de tailler un arbre fruitier est très importante et que là il y a quelque chose de l'ordre du langage qui est toujours présent. C'est-à-dire que la nature elle-même semble ne pas réussir sans le concours de l'homme à beaucoup de choses. Alors bien sûr, ça va très très loin, parce que là, récemment, il y a un petit film qui est sorti, dont on m'a parlé, je ne l'ai pas vu directement, où, en manipulant la nature comme ça, les hommes sont arrivés, par exemple, à créer un avocat dont il n'y a plus de noyau et la peau devient comestible. Or, les fruits, lorsqu'on observe assez finement donc tout ce qui concerne la botanique, toute la chair autour des fruits ne sert qu'à protéger son germène. C'est-à-dire que c'est comme si chaque corps existant avait une partie soma, comme dit Platon, et une partie germène. C'est-à-dire la partie soma, c'est le corps lui-même, la chair, et le germène, c'est ce qui est le plus important au départ, c'est-à-dire la reproduction ou la perpétuation de l'espèce. Je vous ai dit que la dimension sexuelle qui commence par une sexuation, si la sexuation est une des conséquences de cette notion de sexe et de coupure, c'est que il appartient à chacune des espèces de se perpétuer, c'est-à-dire de mettre en place sa propre descendance. Donc on voit que la partie germaine est toujours prioritaire, puisque chaque espèce qui naît sur la Terre va obéir essentiellement à deux commandements qui sont celles de persévérer dans son être, comme dit Spinoza, mais pas dans le sens aujourd'hui où on l'entend, c'est-à-dire d'être un égo qui fait des selfies sur Instagram. Ça, c'est pas une perpétuation d'être, c'est une perpétuation d'être pour la prorogation, c'est-à-dire la perpétuation de l'espèce. Parce qu'au fond, il abrite à lui un principe qui est immémorial et qui est que chaque espèce doit continuer à se développer comme l'espèce qu'elle est. Donc cet empêchement là de continuer l'espèce, en quoi consiste? C'est déjà le cas, vous savez, avec les clémentines, où les noyaux des mandarines sont exclus, alors que c'est par le noyau, le germène, que le fruit va se reproduire, pour créer donc la clémentine qui est plus facile à manger parce qu'il n'y a pas de noyau. Donc l'avocat, là, il est aussi beaucoup plus facile à manger puisque la peau elle-même se mange, et puis il n'y a plus de noyau. Mais s'il n'y a plus de noyau, on peut dire aussi qu'il n'y a plus de principe de reproduction. Eh bien ça, qui a l'air une anecdote un peu curieuse comme ça, en fait c'est déjà une préoccupation de Sade qui aborde la première mort, c'est-à-dire la destruction, et quelque chose qui va au-delà du cycle de génération et de corruption, et qui est la deuxième mort. La deuxième mort, c'est l'effacement de tout ce qui précède, c'est-à-dire c'est comme s'il n'y avait jamais rien eu. Donc là, nous sommes dans ce que Lacan appelle le principe créationniste, c'est-à-dire qui caractérise la pulsion de mort. Je vous rappelle le paradoxe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on croit que l'athéisme c'est lié à l'évolutionnisme, c'est une très mauvaise lecture de Darwin, bien sûr. C'est-à-dire les gens ne comprennent rien à Darwin, ils prennent des opinions très simples, ils colportent ça comme s'ils avaient lu Darwin, mais ça n'a rien à voir. Vous savez, Darwin allait à la messe tous les dimanches, et que ce qu'il dit sur Darwin n'a rien à voir avec Darwin. Mais en tout cas, cette notion d'évolutionnisme chez Darwin est censée nourrir un certain athéisme, c'est-à-dire que on prend les choses en cours, il n'y a jamais eu de création, il n'y a jamais eu de Dieu, etc. Mais Lacan dit, mais non, c'est justement là où Dieu est partout. Il va y avoir un Dieu virus, un Dieu médicament, un Dieu... Il y a des dieux, des hommes qui deviennent des dieux vivants, comme Klaus Schwab, comme je l'appelle, qui voudrait se faire passer pour un dieu vivant, ou des Bill Gates, le bien connu philanthropathe de l'humanité. Donc vous avez là
partout une espèce de délire parce que ce qui est refoulé revient. C'est-à-dire que l'évolutionnisme favorise le fait de chaque fois ramener de manière très sous-jacente une idée d'un point qu'on ne peut plus questionner. Or, le véritable athéisme, c'est-à-dire celui dont parle Lacan, mais qui paradoxalement rejoint l'athéisme chrétien, puisque je vous rappelle quand même que le christianisme, c'est la religion de l'athéisme pris au sens étymologique du terme, c'est-à-dire athée, c'est-à-dire être privé de Dieu, c'est-à-dire arriver à se priver de Dieu. Là, il y a une très belle métaphore de Hegel qui dit que la communion qu'on donne à l'Église, ça veut dire qu'on est capable de digérer même l'absence de Dieu. Alors cette absence-là fait signe, comme je vous en ai déjà parlé la dernière fois, avec le fait qu'il manque insignifiant. C'est-à-dire que le sujet lui-même peut être qualifié comme ce qui oublie et ce qui s'oublie, parce que du moment que la mémoire qui vient non seulement nous solliciter, mais nous commander, elle va nous faire signifier, choisir le sens a priori. Le sens n'est pas la signification, c'est-à-dire que le deuxième signifiant saute. Donc il y a toujours quelque chose qui est refoulé. Or, c'est précisément dans l'appréhension de ce créationnisme, c'est-à-dire qui signifie le fait de partir ex nihilo. C'est comme si on avait fait un certain nombre d'essais, comme si la nature elle-même avait fait des essais comme ça, et puis elle s'engorge elle-même dans ses créations, et dans le fait que ces créations se contredisent elles-mêmes, se dévorent, se font concurrence, etc. Et il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'il y a un excès de production, et malgré les cycles de génération et de la disparition, de la corruption, il faudrait qu'il y ait un cran de plus, c'est-à-dire une élimination, comme on dit, on repart à zéro. Donc une création ex nihilo, on balaye tout ça et on reprend à zéro. Effectivement, c'est l'émergence même de l'idée créationniste que de nous dire que quelque chose de tout à fait originel a été fait ex nihilo, c'est à savoir de rien. Ben ça, c'est le sens justement à la fois de cette notion de pulsion de mort, parce que je vous ai dit que ce qui caractérisait la pulsion de mort, si vous voulez en faire une image, c'est que vous imaginez une terre devenue gaste, comme il est dit dans Chrétien de Troyes, c'est-à-dire une terre où il n'y a plus rien, où les sols ont été vitrifiés par un certain nombre d'explosions nucléaires qui ont tout dévasté, et à un moment, il y a un brin d'herbe qui va apparaître. Ça, c'est la pulsion de mort. Donc on peut dire la pulsion de la mort elle-même. C'est comme si on repartait à zéro. C'est-à-dire qu'on avait la capacité de faire table rase et de repartir à zéro. Comme quand on commence un dessin ou un tableau, on opère des tas de modifications dedans, on appelle ça des repentirs, et puis à un moment, on prend la feuille, on la déchire, ou un écrit, et on repart à zéro. Donc là, cette notion-là de faire table rase, de création ex nihilo, c'est vraiment ce qu'amène la possibilité de réflexion de Sade comme étant non seulement pas contre la nature, mais d'aller dans le sens de la nature. Parce que c'est là où il ne quitte pas l'idée de Dieu, Sade. C'est-à-dire que la nature est un Dieu pour lui. Mais il va un cran plus loin, après quand même Luther, dont il faut saluer le génie logique, puisque il appelle ça le Dieu suprême en méchanceté, c'est-à-dire la réinscription de la haine ou du mal comme un a priori et non pas comme une négation du bien. Donc dès que nous sommes dans le biénisme actuel, c'est pour le bien, il faut le faire pour ton bien, pensez au bien des autres, etc. Mettez-vous une guenille faciale pour protéger les autres, c'est-à-dire cette absurdité débile qui vient de reprendre aujourd'hui dans les hôpitaux, parce qu'il y a une épidémie de grippe, ils réimposent la guenille faciale, alors que si vous mettez honnêtement, si vous mettez une plume dans le derrière,
ça fait exactement le même effet qu'une guenille faciale par rapport à un virus de la grippe. C'est exactement pareil. Vous pouvez faire toutes les études que vous voulez là-dessus, il n'y aura aucune différence. Donc tout ça, c'est parce que nous sommes possédés par cette idée du bien. Or, cette idée du bien, là, qui est non pas présente chez Platon, pas encore, c'est-à-dire que Platon, il fait un peu figure, là, de passage entre les connaissances anciennes, antiques, et le moment vraiment du S2, c'est-à-dire du moment philosophique. Platon, il est encore dans ce passage entre S1 et S2, c'est-à-dire c'est comme si c'était un initié oriental, ancien, qui arrivait à faire passer sur le plan du logos. La phrase de Freud, j'ai deux dieux, logos et ananké, on traduit logos là par raison. La raison est flexible. C'est pas raison, logos. Ça va au-delà de raison. Et logos, en grec, il est indissociable du mutos, c'est-à-dire de la parole qui fait être. Et ananké, je vous rappelle, c'est la nécessité. Donc, ce passage-là, donc, entre un monde et un autre, ça nous amène à envisager, disons, l'histoire d'une vie, une trajectoire, toujours comme quelque chose qui fait l'objet d'une coupure. À un moment, il y a une coupure quelque part. Il y en a au moins une de coupure. Il y a quelque chose qui est coupé. Parce que cette coupure elle-même fait écho à ce dont je vous ai parlé la dernière fois, c'est-à-dire cette mémoire qui est en nous et qui insiste tout le temps et qui va mettre en concurrence, comme on l'a vu, le plaisir gagné à refaire les mêmes choses, qui va nous forcer à prendre des habitudes, et le plaisir en tant qu'il est ce qui nous gouverne, mais ce qui nous gouverne comme un mode de décharge énergétique qui passe entre le système nerveux et le système métabolique. En tout cas, le premier plaisir, c'est un plaisir, par exemple, de manger ou de boire. Donc, il y a cette concurrence entre ces deux registres qui sont ce plaisir-là de la décharge pris au sens corporel, d'une jouissance corporelle. Une jouissance, je vous rappelle, on l'appelle la jouissance parce que c'est du corps, mais que le plaisir vient justement comme une diminution de la jouissance pour l'amener à une zone où c'est pas trop perturbant. Et le plaisir qui est pris de repasser, de souvenir, donc le plaisir de cette mémoire, de se souvenir, donc c'est cette notion de frayage qu'on trouve dans l'Entwurf, et qui nous amène à mettre en place une coupure. Le désir, je vous apprends à le repérer, à le lier à la fonction de la coupure, à le mettre dans un certain rapport avec la fonction du reste. Ce reste est ce qui le soutient et ce qui l'anime. Et c'est ce que nous apprenons à repérer dans la fonction analytique de l'objet partiel. Cette coupure, nous avons vu que le sujet peut être considéré à la fois comme ce qui recouvre cette coupure, mais le fait qu'un sujet, ça oscille toujours, c'est la fin du dernier séminaire, entre le sens et l'absence. Parce que le sujet, c'est la coupure lui-même. Donc, vous voyez à quel point nous sommes loin du moi-je, hein, c'est-à-dire de l'identification à une instance qui serait stabilisée et qui correspondrait à l'accumulation des différentes identifications qui me donnent une assurance de continuité dans mes propres perceptions. Le jeu, on voit, il est lui-même marqué d'une coupure puisqu'il est cette coupure elle-même. Donc la coupure, c'est toujours ce à quoi nous sommes appelés à nous confronter. Puisque la dialectique qui nous travaille, qui nous gouverne, elle est toujours une dialectique entre la jouissance, qui correspond à une fusion, c'est-à-dire s'oublier,
se fondre dans quelque chose de plus vaste que nous, hein, qu'on fasse du surf ou qu'on prenne de la drogue ou qu'on boive de l'alcool ou qu'on se mette dans un état de s'oublier, de se perdre dans quelque chose de plus vaste. Et nous sommes toujours appelés à la coupure, au réveil, à ce qui nous fait nous rendre compte que nous ne sommes pas l'autre que nous voyons dans le miroir. Ce que je vois dans le miroir, c'est le semblable. Donc, c'est quelque chose qui me ressemble. Mais c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que c'est de l'image, c'est imaginaire, bien sûr, le semblable. Mais il y a quand même quelque chose qui fait qu'il y a du réel dans le fait que c'est inversé. C'est que c'est pas trait à trait, puisque la gauche vient à droite et la droite vient à gauche. Mais nous refoulons ça pour voir le semblable comme le même. Or, le prochain, il n'est pas dans le miroir. Le prochain, il est plutôt dans notre être que nous avons laissé tomber la dernière fois. On l'a vu puisque nous avons été obligés de choisir l'autre, c'est-à-dire le sens, par rapport à l'être auquel nous n'avions plus accès puisque nous appartenons d'emblée au monde du signifiant, au monde de l'autre, qui nous signifie, et donc à qui nous demandons de nous donner la clé de notre destinée, la clé de notre identité, qu'il n'a pas, bien sûr. C'est pour ça que la castration en psychanalyse, passer le roc de la castration, c'est assumer en soi et pour soi, c'est une véritable assumption, que l'autre lui-même est castré. Il n'a pas la réponse. C'est ça l'athéisme chrétien. C'est ça la parole christique sur la croix. Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Eh bien ça, paradoxalement, ça se trouve déjà plus de 4 siècles avant chez Antigone. Donc on va faire un petit passage par Antigone, notamment pour relever un invariant entre, je vais vous faire bondir, mais ça fait rien, entre Antigone et la Justine de Sade. Qu'est-ce qu'elles ont en commun? Elles sont d'une beauté éblouissante, époustouflante. C'est-à-dire qu'elles sont d'une beauté qui est au-delà des choses ordinaires. C'est-à-dire qu'elles manifestent quelque chose de l'ordre de l'extraordinaire. Leur beauté provoque un arrêt, une fascination. Alors là, c'est très intéressant parce que si, justement, nous avons vu l'impasse des biens, l'impasse du bien, qui passe par les biens, qui, donc d'Aristote et son souverain bien, jusqu'à Kant, c'est que la loi et la morale vont être confondues d'une certaine manière. C'est-à-dire, il y a quelque chose de l'ordre d'un leurre là-dedans qu'il serait impossible de voir sans l'apparition de la beauté. La beauté a quelque chose qui nous arrête littéralement sur le chemin du désir. Le chemin du désir poursuit un objet. Cet objet-là n'est jamais celui-là. C'est toujours la tragédie du désir. C'est-à-dire que je vais passer d'objet en objet parce que ce n'est jamais ça. Comme si je regardais dans une caisse et que je prenais, non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Donc le désir a une dimension tragique parce que il ne renonce jamais à échouer. C'est-à-dire, il sait que c'est pas ça, mais il va continuer avec tous les objets qui sont possibles. De rencontres, de consommation, de la consommation infinie qui donne cette production de biens infinis qui ne sont plus détruits maintenant, donc qui donnent lieu à des cimetières d'avions, des cimetières de voitures. Maintenant, c'est des cimetières de pales d'éoliennes, parce que vous savez que les éoliennes, non seulement ça sert à rien, mais en plus c'est très toxique pour l'environnement, et ils ne savent plus où foutre ni les pales, ni les panneaux solaires qui sont ultra polluants. Donc des endroits qui sont réservés maintenant à des entrepôts de toute cette merde-là qui est liée à cette illusion du bien. Que le bien et la morale, c'est la même chose. Or, le beau arrête là-dessus. Parce que il va fasciner et il y a quelque chose qui ne rentre pas dans le désir, là. C'est au-delà déjà du désir. C'est comme si... alors Lacan dit que le beau nous amène plus loin que le bien pour rentrer dans l'éthique.
Il nous indique des choses qui, comme vous l'avez vu, restent très maniables à l'intérieur de l'éthique de la jouissance, qu'elles nous ont permis de tracer la frontière d'accès, la barrière que constitue, à l'endroit de ce bon suprême, le beau. Là, c'est vraiment le moment de comprendre ça. C'est-à-dire que le côté surnaturel du beau, hein, je vous rappelle quand même que c'est ce qui gouverne notamment la production artistique jusqu'à un certain point, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que les œuvres contemporaines aient quoi que ce soit de beau. Disons, c'est assez rare. Mais en tout cas, le beau possède cette capacité de nous arrêter et de nous faire signe vers le fait qu'il y a un au-delà, et donc il y a une ligne, et cet au-delà pour nous va être de nous freiner parce que le beau nous alerte sur la fonction de l'heure du désir. Il y a un leurre derrière. Et qu'en fait, notre travail sur le désir, qui est aussi un passage de la ligne, ce à quoi donc j'ai fait référence quand j'ai fait cette comparaison qui vaut ce qu'elle vaut. Hein. Je reconnais que c'est pas très élevé, mais c'est drôle si vous regardez, parce que j'ai eu cette chance de revoir là les films de Peter Jackson à partir de la trilogie de Tolkien. C'est que il y a un appel qui est inscrit dans cette loi là, dans cette mémoire, à dépasser la ligne, à aller voir au-delà de cette ligne. Donc il y a un au-delà de la ligne, et cet au-delà de la ligne, bien sûr, il nous fait sortir de notre principe de plaisir, principe de réalité, donc c'est-à-dire de notre appareil psychique, du confort de notre appareil psychique, et il nous amène sur un chemin où l'envers du beau est là. Hein, c'est vraiment toute la magnifique déclaration dans les lettres à un jeune poète de Rilke. Parce que le beau n'est que le premier degré du terrible, et s'il nous arrête autant, et si nous le respectons tant, c'est parce qu'il nous préserve encore d'une certaine destruction qui se situe au-delà. Donc ce que nous ne voulons pas voir, et qui est le contenu même du prochain, c'est-à-dire tous ces aspects qui nous sont inconcevables, parce que nous avons dû le refouler, parce que rentrer dans le système du sens qui est ouvert par notre aliénation à l'autre, par ce choix forcé où nous sommes obligés de choisir le langage, fait refouler toute la partie, et là où nous refoulons, notre imaginaire va produire les pires monstres. Donc ce beau, non seulement nous arrête, mais nous n'envisageons plus à ce moment-là de le corréler à quelque chose qui est de l'ordre de l'outrage. Il y a quelque chose d'outrageant à avoir quelque chose de trop beau là. Dans notre désir qui est peut-être cette quête du beau, mais qui est un idéal idéalisé, le fait qu'il se présente sous la forme d'un objet, même si c'est un objet féminin, l'objet petit a de l'homme, comme dit Lacan, il y a quelque chose qui l'arrête là, et il ne peut plus l'envisager que sous la forme d'un outrage. C'est pour ça que vous verrez que, par exemple, du point de vue de l'attirance sexuelle, les mecs, ils préfèrent que la fille soit pas trop belle, parce que si elle est trop belle, ils perdent leurs moyens. C'est-à-dire s'ils aiment trop son visage, ils peuvent pas la baiser. Donc il y a cette espèce d'articulation entre le désir et l'amour qui est extrêmement subtile là, parce que ce beau, il est toujours un au-delà qui appelle à l'outrage de le ramener juste à une notion de désir qui est une notion qui est perdante a priori, puisque c'est jamais ça le désir. Nous n'y arriverons jamais. Non seulement on ne viendra jamais à bout de notre désir, mais nous sommes incapables de le dire en tant que tel, puisqu'il est le dire lui-même, il est une désinence du dire. C'est le désir qui, ne pouvant pas se dire, va travailler la langue, travailler le langage de telle manière que nous acheminons malgré nous vers notre parole, dans le désir, par ce dire qui ne peut se dire. Et cet objet-là, donc, il est et il devient
un objet de souffrance. Un objet de jouissance, c'est un objet de souffrance. Ça, c'est quelque chose qui a été perdu entre cette notion-là, entre les temps antiques, donc, qui avaient ce savoir-là, hein, ce qui est intéressant justement à concevoir, c'est la différence qu'il y a aujourd'hui entre, disons, le fait que nous soyons ici en tout cas en Europe, nous ayons été inséminés par plusieurs siècles de culture chrétienne, qu'on le veuille ou pas, et donc la loi qui domine et qui est tu aimeras ton prochain comme toi-même, nous inhibe dans le fait de concevoir que ce prochain, justement, ce n'est pas notre semblable. Et ça, c'est encore présent dans la tragédie antique, où justement, eux n'étaient pas sans savoir que le bien ne peut régner partout, puisque c'est une impasse. Et je vous rappelle que toutes nos lois, tout ce à quoi nous sommes censés obéir dans la société, se basent sur ces notions de bien-là, avec la protection, disons, la satisfaction des besoins et une raison qui gouverne ça. Et vous avez vu, les deux sont faux, puisque nous sommes appelés par le désir, au-delà de la comté, vers une jouissance qui est létale. Et cet appel nous convoque à nous tenir, à séjourner près du négatif, comme dit Hegel, c'est-à-dire nous éprouver dans la vérité de notre désir, parce que c'est là que réside notre véritable trésor, c'est-à-dire le trésor des signifiants qui nous achemine vers notre propre parole. Alors bien sûr que tant que nous sommes soumis aux diktats sociaux, et maintenant encore plus sociétaux, c'est comme si nous multiplions les aliénations pour ne pas questionner la véritable aliénation qui se passe de l'autre côté, qui est notre rapport au signifiant, qui lui est l'aliénation originelle qui nous conduit justement à au-delà de cette limite donc qui est marquée par Sade comme la deuxième mort et qu'on retrouve dans Antigone avec cette notion extrêmement subtile et très intelligente, bien sûr, de athée, et qui est appelée entre deux morts. Justement, entre la mort qui est cette espèce de processus final d'un certain cycle de génération et de corruption, et l'élimination même de ce qui aura eu lieu. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus aucune trace de ce qui aurait pu avoir lieu, c'est une disparition totale. Et cet entre-deux-morts, justement, c'est là où Antigone se convoque elle-même par le fait de vouloir donner une sépulture décente à son frère. Alors, je ne vais pas rentrer dans l'analyse d'Antigone maintenant, parce que c'est trop long et trop subtil, et puis il faudrait reprendre vraiment tout le travail qu'a fait Lacan, qui est exceptionnel là-dessus. Autant dans le désir et son interprétation, il amène la lecture de Hamlet à un niveau qui est d'une subtilité, d'une intelligence remarquable, indépassable, je dirais. Et là, avec Antigone aussi. Ce que j'en ai tiré d'Antigone, c'est une espèce de perception que je n'avais jamais eue jusqu'à maintenant. Parce que, évidemment, dans ce qu'on appelle le discours courant, le discours universitaire, donc tout ce que vous pouvez apprendre et lire par-ci, par-là, dans les livres de la plupart des ânes savants qui étudient ces choses-là, vous allez dire Créon est du côté de la loi et Antigone, elle, du côté de la famille, etc. En vérité, c'est pas ça, c'est l'inverse. C'est-à-dire que Antigone, justement, comme je viens de vous en parler, elle, comme elle est appelée par le désir à franchir cette ligne, elle est du côté de la loi. C'est elle la vraie loi. La loi
en tant qu'elle est le désir refoulé, à côté de laquelle tous les règlements du monde que représente Créon n'ont qu'un pâle rapport d'horizon insignifiant par rapport à la loi qu'elle représente. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas se soustraire à ça. Elle est vraiment du côté de la loi, elle. Et d'ailleurs, elle ne cède jamais. Elle ne cède pas. Tandis que Créon, il veut tenir cette position-là parce qu'il veut le bien des autres. Lui, c'est le politique. Donc, c'est du profit dont il s'agit. Donc, il veut tenir sa position de manière arbitraire, etc. Notamment avec son fils, qui est le fiancé d'Antigone, avec laquelle il doit se marier. Il veut tenir là, mais c'est une posture. C'est une posture, comme on voit les hommes politiques en prendre. Il n'y a rien de réel derrière. C'est-à-dire c'est l'imaginaire d'une identification. Donc la loi, elle est du côté d'Antigone, pas du côté de Créon. Et ça se retrouve parce que il dépasse lui aussi une limite, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire autant Antigone est appelée à une limite et à se tenir au plus près, sans flancher, à séjourner auprès de ce négatif-là, tout en tenant bon. Elle va pas tenir bon longtemps, elle va mourir, elle va se pendre. Mais à tenir là, mais ce que franchit Créon, lui, c'est que il va au-delà des prescriptions légales. C'est un peu comme les vaccinés, les non-vaccinés, je veux les emmerder. C'est la même chose. C'est-à-dire que il veut détruire Polynice. C'est-à-dire que c'est plus le respect de la loi. C'est-à-dire que il veut essayer d'éliminer. Il en fait quelque chose de personnel. Il va au-delà de ça. Donc lui, non seulement il ne représente pas la loi, mais il va au-delà des règlements de monde appelés loi qu'il représente. La véritable loi, elle est du côté d'Antigone, c'est-à-dire du désir. Le désir refoulé et la loi, c'est une seule et même chose. C'est ça que nous apprend la psychanalyse. C'est pour ça que il est normal d'être névrosé, il est normal d'être pervers, il est normal d'être psychotique. Parce que ce sont trois structures de langage incorporées qui nous permettent de nous situer dans l'environnement dans lequel on est, par rapport à l'espace linguistique, l'espace symbolique dans lequel on vit, de nous situer quelque part, par rapport à cette loi qu'il nous est impossible d'admettre, de nous y confronter. Nous savons qu'elle nous amène trop loin. Donc, qui n'a pas déjà éprouvé un moment d'arrêt ou de recul en allant vers son propre désir, c'est-à-dire vers cet au-delà qui nous convoque. Donc, on revient toujours vers les limites de la comté, c'est-à-dire ce petit monde des petits plaisirs où on est là à savoir quel va être le prix du billet de train pour aller en vacances et des trucs comme ça. Mais au fond de nous, nous sommes convoqués par un désir qui est la négation même du bonheur tel qu'on nous le promet dans nos sociétés complètement décadentes. Puisque le bonheur, comme le dit Lacan, c'est le bon heurt. C'est-à-dire que je me heurte à quelque chose, je prends un bout de réel, là, sur ce qui se passe, et je me rends compte que mon destin est ailleurs, et que tout le travail que j'ai à faire, c'est justement d'amener l'instant présent du monde que je rencontre, et de le saisir. Et le saisissant, le saisir, c'est le porter à la parole, pour me rendre compte dans mon corps dans quel néant l'être essentiel s'abrite, qui ne s'ouvre que par la dimension de la parole et nulle part ailleurs. Et que notre cheminement, c'est un cheminement vers, mais aussi dans la parole, qu'il n'y a pas d'autre possibilité pour nous. Cette mise en perspective, là, cette inversion, disons, entre la loi, on va vous crucifier pour ça, et vous crucifier, c'est le cas de le dire, puisque d'une certaine manière, Antigone anticipe la crucifixion. C'est-à-dire que si nous reprenons ce sur quoi je suis passé au début, c'est-à-dire
ce qui rassemble Justine et Antigone, leur beauté. Eh bien, leur beauté, elle est l'éclat, le reflet de quelque chose qui est incorruptible. Et là, le corps de jouissance, en tout cas de Justine, parce que bien sûr Antigone ça ne va pas tenir longtemps, mais Justine dans Sade, elle va subir tous les assauts, tous les outrages possibles, et en fait, c'est son corps de jouissance, et elle va revenir toujours aussi belle, toujours aussi fraîche, toujours avec ses joues comme des roses, toujours aussi magnifique. Eh bien ça, bien sûr, ce qui n'est pas corrompu, c'est ce qui fait écho à cette fameuse dimension du sujet. C'est-à-dire que quelque chose dans le corps qui ne se corrompt jamais. Alors là, il y a un passage magnifique de la logique du De Magistro chez saint Thomas d'Aquin, où il déploie la logique de qu'est-ce que c'est que la beauté, et si la beauté se corrompt, il y a quelque chose qui reste de la beauté là, qui n'est pas corruptible, puisqu'une fois que la beauté a été corrompue, ce qui reste, c'est quelque chose qui n'est pas corruptible. Donc c'est quelque chose qui se situe au-delà du corruptible. Cet au-delà du corruptible, eh bien c'est ça que par un effet de signifiant est devenu le souverain bien. C'est-à-dire ce qui est le mal au départ devient le bien. C'est ça le plan. Je vous conseille de lire cette démonstration du De Magistro de Saint-Augustin parce que c'est absolument clair. On se demande qu'est-ce que ça fait là, au 5e siècle, une démonstration de ce genre-là. Parce que justement, il y a déjà ce passage de Platon à Aristote qui commence à se perdre, et donc nous perdons le sens du tragique, et nous perdons le sens que le bien est une impasse, si nous oublions que derrière le bien, il y a le mal, que derrière l'amour, il y a la haine, et que nous devons les prendre pour nous et en nous, exactement comme quand nous regardons dans le miroir, nous devons nous rendre compte que nous sommes plus proches, notre prochain, il est plus proche de notre propre noirceur interne, de notre propre haine, nos capacités de destruction, que de l'idéalisation que nous mettons sur le semblable et qui n'est qu'un refoulement. Donc nous sommes là dans une possibilité de retrouver ce que la psychanalyse retrouve, et c'est la seule à proposer ça, par l'écoute du sujet en analyse, un sujet non pas parlant, mais déjà parlé, déjà pris dans un discours, sa place entre symbolique et réel, donc par élimination de l'imaginaire, par le plan logique, et le fait de faire en sorte que le sujet arrive jusqu'à se laisser parler par la parole pour retrouver cette loi. Parce qu'au fond, c'est juste la possibilité de cerner l'inconscient comme ce lieu structuré comme un langage qui nous permet de retrouver une certaine jonction dans la coupure entre la parole qui est déjà présente dans notre corps et qui nous agit comme parole, notre corps c'est une parole déjà articulée, et le bruit que va faire notre voix passant la barrière de nos dents, d'entendre une résonance avec notre corps. La coupure, vous ai-je dit, est interne au champ du sujet. Le désir fonctionne. Nous retrouvons là la notion freudienne d'auto-érotisme à l'intérieur d'un monde qui, quoique éclaté, porte la trace de sa première clôture, à l'intérieur de ce qui reste, l'imaginaire virtuel, de l'enveloppe de l'œuf. Donc là, il y a quelque chose de réel, c'est-à-dire la manière dont le principe de plaisir, principe de réalité, qui nous convoque à un au-delà de ce principe de plaisir, nous convoque à la parole en tant qu'elle nous permet de renouer le lien perdu entre
cette parole est le corps. Donc cet abîme-là d'une articulation signifiante originelle qu'est la mémoire, et au nom de quoi on parle et de quoi nous parlons. Donc cette pratique de bavardage. Là, la psychanalyse est essentielle parce que c'est la notion de discours qui rentre là en jeu. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas concevoir que un universitaire, c'est-à-dire un discours universitaire comme celui de la météorologie ou de la médecine ou de je ne sais quoi, c'est toujours le refoulement d'un signifiant maître, d'un S1 sous la barre à gauche, vous ne pouvez pas entrevoir la moindre vérité à ce moment-là. Parce que ce que cherche Antigone, c'est la vérité, justement. La vérité de son réel, de son destin. Elle retrouve les clés de son destin. Et en analyse, nous essayons de retrouver la clé de notre destin. Par la vérité qui touche au réel sans s'y confondre. Puisque le réel nous est inaccessible. Mais il y a de temps en temps une touche qui vient par, justement, la traversée de la parole en tant qu'elle nous signifie depuis le début et que nous sommes perdus dans l'a priori d'avoir oublié quelque chose. Et comme je vous l'ai dit la dernière fois, l'oubli, en fait, nous en sommes responsables. C'est-à-dire personne d'autre va s'en souvenir à notre place. C'est nous devons retrouver ce chemin à travers l'oubli. C'est pour ça que aujourd'hui, donc tout ce qui concerne l'éducation et qui veut éradiquer, ils appellent ça cancel culture. C'est quand même pas rien. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être débile au dernier degré pour associer le mot cancel et culture, puisque la culture, c'est justement se souvenir originellement de ce lien original de la parole avec le corps. Comment se crée donc cette articulation entre ce que je dis, ce que je fais et qui je suis. Voilà le travail de la psychanalyse. Qui je suis, bien sûr, on joue sur l'équivoque du verbe suivre aussi. Parce que qui je suis réellement, je ne le saurai jamais. Je ne peux qu'être sur ce chemin du fait que le sujet, lui, il est caractérisé par un oubli. C'est le destin de la vérité tel qu'elle-même le pose au principe. La vérité, c'est... Sortir de l'oubli, c'est aletheia. A privatif, l'été, le fleuve de l'oubli, le fleuve de la mort. Aleté, quelque chose surgit de l'oubli. Voilà la vérité dont il est question en psychanalyse. Ça n'a rien à voir avec la manière dont aujourd'hui on parle de la vérité. Donc, bien sûr que la psychanalyse n'a jamais été plus précieuse qu'aujourd'hui dans un monde non seulement désorienté, mais désorbité. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de révélation d'Apocalypse, comme s'il y avait un potlatch géant en train de se créer en ce moment. C'est-à-dire comme s'il y avait ce que nous refusons de faire, c'est-à-dire revenir à des choses simples, à des valeurs d'usage, à des choses qui concernent le sujet, etc., comme si cet amoncellement infini de richesses, entre guillemets, ne voulait pas se consumer et qu'il fallait les consumer. Donc ça se consume tout seul. Et donc le discours capitaliste qui nous gouverne ne se réglera que par une solution, entre guillemets, démographique. C'est terrible d'entendre ça. Parce que nous avons tous des proches qui sont pris là-dedans, mais c'est impossible de raisonner qui que ce soit, parce que ça n'appartient pas au domaine de la raison. C'est à chacun de trouver son propre chemin et d'accepter le bon heurt qu'il va rencontrer sur son chemin comme quelque chose qui le signifie au-delà de ces envies délirantes de reconnaissance, de narcissisme secondaire, de se voir partout, lui, rien que lui, partout dans le monde, alors qu'il n'y a rien dans le monde, il n'y a que son objet petit a. Donc re-questionner ces notions-là et retraverser la ligne, c'est ce que nous sommes appelés à faire. Il n'y a pas d'autre chemin que celui-là, c'est le chemin de l'homme, et ça ne passe pas par l'accumulation excessive de richesses.
puisque c'est au contraire ça ce qui nous en éloigne, ce qui est bien vu dans le Seigneur des Anneaux, puisque justement toutes les richesses vont être refondues dans ce feu originel, et quand après le réalisateur refait la série avec les Hobbits, c'est un dragon qui garde les richesses immenses, etc. Et les richesses rendent fou quiconque parce que lui font oublier son rapport à la parole et le retour aux choses simples, qui ne sont pas des choses simplistes, mais qui sont le fait que tout simplement nous sommes des êtres de la parole parce que nous sommes conformés comme ça. Donc, nous devons assumer notre fonction d'être des porteurs de la parole. Pour ça, il nous faut traverser les affres de notre désir, et c'est chacun son histoire. C'est à partir de l'histoire de chacun que ça se fait, ce en quoi la psychanalyse de ne pas être une science, puisqu'elle n'est pas collectivisable ni mesurable, elle en est néanmoins une parce que le sujet doit être abordé avec la plus grande rigueur. Et la rigueur, c'est la rigueur logique, et il n'y a pas d'autre savoir que celui de la langue. Là, on est vraiment dans le savoir, c'est-à-dire un S1 flèche S2, et non pas dans les connaissances universitaires, un S2 décroché de tout S1, puisque le S1 est refoulé. C'est-à-dire, pour qui, pourquoi nous faisons ça? Là, nous rejoignons quelque chose de l'ordre d'une approche qui est spirituelle au plus haut degré, mais une spiritualité chrétienne qui, dégagée de toute la mousse religieuse, renvoie à ce que le romancier Jérôme Ferrari a bien noté dans le sermon sur la chute de Rome, à la fin, l'éternité des choses éternelles. C'est-à-dire ce sujet-là qui est incorruptible, puisque tout simplement, il n'est pas là, il n'est pas incarné. Il n'y a qu'un corps qui peut se décomposer et pourrir, et moisir, et mourir. Mais ça reste, puisque la parole reste, elle n'est nulle part. Donc ça veut dire qu'elle est partout. Elle est dans les planètes qui tournent selon une norme précise, les plantes qui prévoient un bourgeon adventice si des fois le premier bourgeon gèle. Enfin, dans toute l'organisation de ce qui fait cette création-là, cette création qui peut être reprise à zéro par l'homme, parce que lui-même, là, il se sera confronté à sa pulsion de mort. Et c'est l'enjeu qui est que chacun puisse s'y confronter à cette pulsion de mort. Sinon, il y a c'est une vie c'est une vie pour rien. C'est une vie qui ne sert à rien, qui n'a aucun intérêt pour celui qui meurt. D'ailleurs, les gens qui ont extrêmement peur de la mort, c'est parce que tout simplement, ils ont peur de la vie. Ils ont peur de se confronter à cette pulsion de mort qui les habite, c'est-à-dire le prochain qui est d'abord en eux-mêmes avant d'être dans le semblable. Alors, c'est pour ça que il y a toujours un effet de déplacement dans le langage, et donc le semblable va être transformé en prochain, non pas que j'aime, mais au contraire, celui qui me prive de tout, qui me prive de mes biens, qui me prive de mon rapport à la jouissance, etc. Et donc c'est la haine de tous contre tous, c'est la guerre de tous contre tous, et c'est ce que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire ce qui se met en place, alors je ne dis pas ce qu'ils mettent en place, etc., parce que les pantins qui nous gouvernent, les espèces de crétins comme Bill Gates ou Klaus Schwab, ils n'ont rien de remarquable, ce sont juste des pions qui sont à un endroit du langage, mais ils n'ont aucune transcendance, aucun esprit particulier, ils sont plutôt médiocres et même débiles, comme Gates. On l'a vu l'autre fois, il dit, quand on lui dit, mais vous y connaissez rien en médecine avec ça, j'ai lu des livres. C'est-à-dire que ce sont des demeurés. Et donc, on écoute des demeurés en croyant les choses qu'ils disent. Ça, c'est le problème de la croyance. Et on l'a vu que la croyance, ce n'est pas la foi. La foi s'oppose à la croyance. La foi, c'est pour ça aussi qu'ils sont aussi remontés contre le christianisme, parce que le christianisme authentique, en tout cas, celui qui n'est pas marqué par la perversion, parce que le christianisme s'articule entre perversion et subversion. Mais aujourd'hui, il y a non seulement un rejet, mais une volonté d'élimination radicale du christianisme, puisque le christianisme est à l'opposé, en tout cas le christianisme authentique, celui de la subversion, il est à l'opposé de cette moutonnerie de la croyance dans le technologisme. Cette espèce de folie qui amène à une uniformatisation, une standardisation de tous et de tout,
au profit d'une espèce d'idéal stalinien technique qui est un pur cauchemar, un cauchemar de l'humanité. La seule chose qui s'oppose à ça, c'est justement le christianisme, dans la mesure où, enfin, évidemment, le christianisme en dehors de la psychanalyse. Mais la psychanalyse, comme je vous ai dit, c'est plus dur encore que le christianisme. Parce que dans le christianisme, il y a encore un père qui peut vous pardonner, et là, dans la psychanalyse, il n'y a plus de père, c'est terminé. Donc, mais le christianisme, lui, quand il est vraiment authentique, eh bien, il y a chaque sujet est renvoyé à son propre cœur, c'est-à-dire à non pas le fait qu'il obéit ou pas, parce que c'est pas dans ce registre-là que ça se passe, qu'il obéit ou pas aux injonctions externes, mais comment se place-t-il, lui, par rapport à ce qui se passe dans son cœur? Où se situe-t-il? Dans son cœur, il sait que c'est lui qui a la responsabilité de son sujet. Comme le dit Lacan, texto. De notre position de sujet, nous sommes toujours responsables, qu'on appelle ça, où l'on veut, du terrorisme. Il nous échoit de mettre en place le travail qui nous amène vers notre désir, de nous confronter à ce désir-là. Voilà ce qu'amène la psychanalyse au-delà du christianisme, mais d'une certaine manière, avec le christianisme, en tant, je le répète, qu'il est perçu dans son authenticité, l'authenticité de ses œuvres, et qu'il n'est pas du côté de la perversion, c'est-à-dire le côté obscur qui ne reconnaît pas le mal originaire dont nous sommes frappés et qui est lui-même cet oubli de l'être qui, au fond, c'est un oubli du sujet lui-même. C'est pour ça que le séminaire précédent, j'ai mis ce « ou » qui peut être inclusif, exclusif ou de vel, parce qu'il rappelle que nous sommes toujours déjà là après un choix forcé et qu'il y aura eu un « ou ». Et donc ça veut dire qu'il y aura eu une coupure. Et que la coupure, il n'y en a pas seulement une la plupart du temps, il y en a plusieurs. Et peut-être que, je vais finir là-dessus, c'est là où la beauté d'Antigone vient comme une figure qui apparaît. La beauté qui est toujours quelque chose d'apparaissant. C'est-à-dire qu'elle va renvoyer le reste, le fond, dans l'arrière-fond, parce qu'elle a quelque chose qui apparaît devant nous, comme ça, et qui nous fascine, parce qu'elle viendrait couvrir une coupure entre deux trajectoires qui ne se recoupent pas. C'est-à-dire, le monde de l'enfance, celui où nous sommes des enfants, et où il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas encore de perversion du langage, où un bébé ne se demande pas à 6 heures du matin ce qu'il va faire à 2 heures de l'après-midi. C'est-à-dire il n'est pas rentré dans la peur de ce qui peut se produire et se passer, au contraire il est dans l'émerveillement du monde, et puis il est pris en charge par des parents qui l'aiment. Enfin, normalement, c'est de moins en moins le cas, parce que les parents sont eux-mêmes pris dans l'idéologie ambiante, donc ils n'arrivent plus à aimer leurs enfants. Enfin, pas tout le monde, heureusement, mais c'est quand même ce qu'on constate massivement. Donc ce moment de l'enfance, et puis le moment où nous sommes du côté de Créon, c'est-à-dire nous sommes des citoyens qui devons obéir à des lois, la plupart du temps iniques, qui gouvernent la cité, et nous comporter en adultes responsables. Mais entre les deux, on n'a pas vu passer quelque chose de l'ordre d'une métamorphose ou d'une coupure. Donc, Antigone vient là comme une figure qui vient recouvrir, comme un cercle, comme ça, comme un coude circulaire, entre deux trajectoires qui ne se rencontrent pas. Mais la plupart des gens qui sont soi-disant adultes aujourd'hui sont totalement infantiles. Ils n'ont jamais osé questionner justement cette chose-là. Ils veulent se faire passer pour des adultes responsables, mais dès qu'il y a vraiment une crise, c'est-à-dire un peu de réel, s'il y a un peu de réel, on voit tout de suite qu'il n'y a plus personne. S'évadent dans leur système psychique. C'est-à-dire ils perdent toute contenance et toute consistance. C'est la différence, par exemple, que j'ai constatée dans les arts martiaux entre ceux qui sont très forts sur un tatami et quand il y a vraiment du réel de la mort dans une confrontation, la plupart perdent tous leurs moyens. Parce que, justement, il y a quelque chose entre. Et Antigone vient comme une possibilité de renouer, par l'étude de ce qu'elle représente,
Et donc la pièce là de Sophocle est absolument extraordinaire dans tous ces registres, hein. C'est-à-dire il faut vraiment apprendre à lire, c'est-à-dire savoir lire. Par exemple, athée, c'est répété pendant 20 fois sur un très court passage. Donc comme dit Lacan, ça sonne comme s'il y en avait 40. Et athée, c'est ce passage entre deux morts qui est se tenir auprès du négatif. On ne peut pas tenir trop longtemps là. Mais ce qu'on en recueille comme vérité nous permet d'aller vers notre destin. Là, nous sommes dans la dimension de la psychanalyse telle que l'a rêvé Freud. Parce que lui, il est l'héritier de cette lettre juive originelle qui amène au texte lui-même, donc ce textile, cette tessiture-là, qui est notre véritable terre en tant que sujet. En tant que sujet, c'est pas la terre matérielle, là, la boule bleue, là, c'est en tant que sujet notre texte, c'est notre terre. Donc nous devons nous véhiculer dans le registre du langage et les lois, même les 10 commandements, sont des lois qui concernent le langage. Voilà l'apport de la psychanalyse à ces temps difficiles, mais les Chinois disent des temps intéressants pour créer une petite, disons, nuance, mais ils rajoutent, c'est quand même... je ne vous souhaite pas de vivre des temps intéressants. Mais on peut dire que là, nous vivons des temps intéressants puisqu'il y a un effondrement en train de se produire avec une rupture, justement, une coupure entre les idolâtres de la nouvelle science qui est devenue, la nouvelle religion qui est devenue la science, et leur avidité de possession, de biens matériels, leur fantasme de richesse à l'infini, et ceux qui restent quand même lié à une certaine idée de l'homme en tant qu'il est accablé, on peut dire, affublé d'un inconscient, qui est comme dit Lacan, c'est pas une panacée, hein, c'est un savoir emmerdant, l'inconscient. Pour la première fois dans l'histoire, il vous est possible, à vous, d'errer, c'est-à-dire de refuser d'aimer votre inconscient, hein. Enfin, vous savez ce que c'est, un savoir emmerdant. Mais nous devons faire avec ce savoir-là, parce qu'il y a quand même plus de vérité là qu'ailleurs. Pour finir, pour conclure, donc vous vous souvenez quand même l'effet que ça fait d'être soumis à un choix forcé de manière très inconsciente, sans que nous n'en sachions rien, mais selon la thèse de l'inconscient freudien, Unbewusst, nous le savons. Mais nous ne savons pas que nous le savons. Mais nous avons choisi, nous avons toujours déjà choisi. Et le fait d'avoir choisi le signifiant, c'est-à-dire l'autre, eh bien, ce signifiant amène à 2 dimensions, celle de la vérité et celle de l'événement. Le signifiant introduit la vérité. Il n'y a de discours qu'au nom de cette vérité. C'est-à-dire que c'est parce que nous sommes des êtres humains, c'est-à-dire des êtres de parole, que la vérité a cette importance pour nous. Puisque c'est une sorte de médiation, de médiateur évanouissant entre nous et le réel. Donc, la vérité concerne le signifiant lui-même, en tant qu'il est passage d'un signifiant à un autre signifiant, c'est-à-dire inscrit sur une chaîne signifiante. Mais la parole convoque aussi un autre ordre, c'est celle de l'événement. Dès que quelque chose se passe, ce quelque chose demande à être pris dans la parole. Donc, l'événement, le commentaire de l'événement, est aussi une induction du signifiant. C'est parce qu'il est un événement signifiant que nous sommes obligés de l'amener à la parole. Mais pour autant, donc ces 2 dimensions de la vérité et de l'événement, elles sont prises dans un vel exclusif. C'est-à-dire, soit on est au service de la vérité, soit le sujet se met au service de la vérité, soit le sujet va se contenter de commenter les événements. Mais là, tout ça pour dire que dans une tragédie, ce qui compte, c'est pas les événements qui s'y passent, puisque au fond d'événements, il n'y en a que de paroles. Ce ne sont que des événements de texte. Et pas d'autres événements que l'événement de texte.
Donc, c'est pour ça que la tragédie pouvait dissoudre les symptômes dans le réel, parce que l'événement auquel la tragédie renvoie son auditeur, parce que là, ça va au-delà du spectateur, c'est vraiment avec les oreilles qu'on voit la tragédie. La beauté, on l'a vu, elle est là pour nous fasciner et nous faire entrer dans cette notion de l'heure qu'il y a dans le désir, parce que le désir lui-même va se passer d'objet. C'est-à-dire la roue du désir va continuer, mais sans objet. Donc la beauté, elle nous amène au plus loin qu'on puisse aller sur le chemin du désir en se représentant quelque chose. Après, c'est au-delà de l'ordre de la représentation, donc du côté de la vérité, c'est-à-dire du côté du jeu des signifiants elles-mêmes. Parce que dès que nous sommes dans la représentation, nous sommes dans la dénotation et la connotation qui sont liées à la parole comme employée pour commenter. Commentaire, ça dit bien ce que ça veut dire. Commentaire. Commentaire un événement. Donc pour revenir sur ce personnage d'Antigone, bien sûr il n'est pas à prendre au premier degré, c'est-à-dire que c'est pas un personnage. D'ailleurs Antigone, chez Lacan, c'est quelqu'un qui ne connaît ni la crainte ni la pitié. Je vous rappelle que la tragédie, dans la définition qu'en donne Aristote, c'est le moment de la purgation des passions. Il faut l'entendre au sens purement molièresque, hein, c'est-à-dire la purgation des humeurs pécantes chez Molière. C'est-à-dire que nous sommes possédés, c'est le terme de passion, c'est ça. Passion, c'est nous sommes passifs, dans quelque chose de plus fort que nous qui nous domine. Ce qui nous domine a priori, c'est la crainte, avoir peur, et la pitié. La pitié, il ne faut pas trop valoriser la pitié, parce que la pitié, dès qu'on a pitié de quelqu'un ou de quelque chose, c'est qu'on se met à sa place et on a pitié pour nous à sa place. Donc c'est pas un sentiment noble, la pitié. Donc la crainte et la pitié sont prises en charge dans la cité, par l'artiste de la cité, Sophocle en l'occurrence, mais bien avant Sophocle, il y a eu d'autres tragédies. Traïgos, c'est le chant du bouc, donc la purgation des passions, c'est-à-dire la catharsis. Cathar, ça veut dire pur, rendre pur. Donc, on se rend pur parce que nos propres petites peurs, nos craintes et notre pitié, c'est-à-dire notre narcissisme, en gros, vont être prises en charge par la pièce elle-même, par la tragédie. Et donc, notre symptôme va se dissoudre dans le réel. C'est ça, la dissolution dans l'équivoque signifiante du symptôme par la psychanalyse, c'est tout simplement une purgation de la passion, parce que ça va être pris en charge, et du moment qu'on voit que ça ne nous caractérise pas intégralement en tant que sujet, la partie pathologique est prise en charge par la tragédie. Donc, le personnage d'Antigone, il est absolument inhumain. Donc, bien sûr qu'il n'y a pas d'identification à faire avec Antigone, et c'est pas une valorisation à faire d'Antigone, c'est juste la représentation de notre partenaire inhumain en nous. Il y a quelque chose d'inhumain, il ne faut pas chercher loin, c'est la parole elle-même, c'est le langage, le dire, le dieur, qui gouverne ça, ça a quelque chose qui transcende notre humanité, puisque c'est quelque chose que nous avons en plus. Ça vient en plus, c'est un excès. Cet excès-là fait que nous sommes des êtres habités par la parole, plutôt qui habitons la parole, disons que c'est pas la même chose d'être habité et d'habiter, parce que être habité, là on voit la dimension du ravissement, mais ça on en parlera une prochaine fois, j'en parle déjà avec les Québécois, sur cette notion de mystique et du fait d'être habité par la parole. Mais Antigone elle-même, elle est ce moment de beauté sublime, en quelque sorte, mais qui a quelque chose d'inhumain en elle. Donc c'est pas un modèle identificatoire. C'est pour ça que la pièce d'Antigone elle-même, elle est marquée par un mot que tout le monde connaît, qui est un mot grec, un préfixe, qui se dit méta. Méta, ça veut dire au-delà, enfin tel qu'on le traduit
de manière la plus courante. Donc la métaphysique, c'est ce qui est au-delà de la physique. Métaphore, ça vient de forein, porter, porter au-delà, on porte au-delà quelque chose. Mais en grec, ce mot-là a, dans le grec ancien en tout cas, la manière d'user des prépositions en grec ancien est très différente de ce qu'on peut en penser en français. Donc ça veut dire en même temps avec, ça veut dire au-delà, bien sûr, mais parce que le verbe méta vise cette coupure. C'est-à-dire que le verbe méta va toujours essayer, comme un viseur, de viser la coupure. Donc la coupure entre deux êtres, la coupure qu'il y a entre ce que quelqu'un vit et ce qu'il est en train de vivre. Et donc nous avons cette dimension-là entre deux morts, c'est-à-dire sur l'athée qui a donné atroce. Donc c'est un lieu où on ne peut pas tenir longtemps, mais où nous sommes convoqués par le désir dès que nous perdons ces idées mièvres et débiles du bonheur, d'une espèce de petite maison dans la prairie qui n'existe nulle part, puisque nous sommes justement travaillés par le désir, et c'est ce qui fait de nous des hommes. Donc cette dimension du méta, elle est originelle parce qu'il y a toujours, et en fonction, dans la pièce grecque, où se place ce mot, il va désigner plutôt avec ou plutôt au-delà, mais toujours, il visera cette coupure. La coupure est intégrée. Dès qu'aujourd'hui, on n'intègre plus la coupure dans notre langage. C'est-à-dire que ce qu'on fait doit nous revenir intégralement, comme une boucle, comme s'il n'y avait pas une coupure avec l'écho que nous donne l'autre. Il y a toujours cette coupure-là. On ne sait plus faire avec la coupure. Cette coupure, c'est le réel lui-même. C'est pour ça que rectifier les rapports des sujets au réel est le programme de la psychanalyse. C'est-à-dire, par sa parole, le sujet se convoque lui-même à rectifier les rapports qu'il entretient au réel et qui sont très souvent nuls parce qu'il répond du discours courant qui, lui, élimine, le discours capitaliste consiste dans l'évacuation, comme le discours scientifique, de la dimension du réel. Il n'y a plus de réel, il n'y a plus d'au-delà, en fait. Mais nous sommes toujours convoqués par cet au-delà.